Fracture de fatigue, c'est une maladie d'adaptation de l'os à l'effort. Un os s'adapte à l'effort. Quand ça casse, c'est parce qu'on a trop sollicité et qu'il s'est plus démoli qu'il ne s'est reconstruit. Donc ça survient sur un os qui est normal, mais pour des stress qui sont anormaux, qui sont trop élevés. Les savants appellent ça la FIOTL, qui veut dire fracture par insuffisance osseuse, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une relative insuffisance osseuse, mais qui est temporaire, c'est-à-dire c'est limité dans le temps, ce n'est absolument pas permanent, et localisé, en ce sens que c'est un os, un endroit bien précis, et non pas l'ensemble du squelette. Bon. Au niveau du pied, tous les os ont été décrits dans la littérature comme étant le siège de fracture de fatigue, sauf P2 du gros orteil, P2, P3 du deuxième, et les 3 phalanges des 3 derniers. Ce qui veut dire qu'il y a des premières descriptions mondiales à faire. Donc, moi, je vais vous parler, en essayant d'aller un tout petit peu vite, et parce que ce sont les plus fréquentes, des métatarsiens, des sésamoïdes, de l'os naviculaire et du calcaneus. Le talus, on va le sauter, ça fera toujours ça de gagner. En sachant que le football n'est certainement pas la discipline où on voit le plus de fractures de fatigue. Toutes celles que vous allez voir, je les ai également toutes vues en athlétisme, le basketball étant également tout à fait générateur de ce genre de lésions. Les métatarsiens, bon, c'était la première fracture de fatigue décrite dans la littérature. Évidemment, ces diagnostics formels n'ont pu être faits que quand la radiographie est arrivée, c'est-à-dire en 1892, alors que les premières descriptions cliniques remontaient au milieu du 19e siècle. Bon, on va vite. Ne lisez pas tout ce qui a marqué, je vous donnerai simplement les éléments les plus importants sur chaque diapo. En sachant que le métatarsiens, M2 est le plus souvent touché, M3 moins, déjà beaucoup plus souvent que M4, et les deux autres encore moins. Donc M2, M3 et un peu M4. Ça fait mal comment, une fracture de fatigue d'un métatarsien? C'est un syndrome douloureux mécanique. Fracture de fatigue, c'est mécanique. De l'avant-pied, évidemment. Généralement, c'est une apparition qui est progressive, ça fait un peu mal, un peu plus, mais parfois il y a un début brutal. Et surtout, élément clinique important, il y a toujours un œdème dorsal du pied, alors que l'échymose est exceptionnelle. À l'examen, les tests en charge sont douloureux et vous retrouvez très facilement, parce que ce sont des os superficiels, une douleur à la palpation dorsale de l'une ou l'autre des diaphyses métatarsiennes. Ensuite, les différents tests. Si vous arrivez un petit peu tard, votre os aura commencé à se consolider, donc il sera épaissi. La radiographie doit permettre de faire le diagnostic dans l'immense majorité des cas, avec ces images-là, le schéma, avec la petite flèche, c'est ça, un os normal, fracture de fatigue et os normal, c'est tout à fait possible, ça n'exclut pas le diagnostic, mais c'est souvent comme ça au début. Ensuite, vous avez le cheveu sur la porcelaine, une toute petite fissure de rien du tout, et puis plus tard, apposition périostée, et enfin calme. Ça, ce sont des formes majeures de fractures forcées, on passe un peu plus vite. Donc le trait est souvent incomplet, rarement complet, et il est toujours oblique, le long de la diaphyse. Il faut demander plusieurs incidences. Quand vous faites ce cliché, bien malin peut dire ce qu'il y a. Le même en légère rotation, la fracture est là. Donc, ce sont des toutes petites lésions, il faut vraiment regarder de façon très spécifique. Ici aussi, des toutes petites lésions que sont cette petite fissure que vous devinez ici. Je suis désolé pour cela, pour la flèche, c'est difficile de faire la flèche des deux côtés. Bon, donc la fissure, elle est au bout de ma flèche et un petit peu au bout comme ça. Ici, en revanche, vous avez déjà un cal qui est en train de se faire, et puis là, ici, un petit cal en face de la flèche, et là, de plus en plus facile, des cals qui peuvent être assez monstrueux, comme celui-ci. Ça, c'est une fracture de fatigue forcée. Bon, ça, je passe vite, c'est pas très intense. On peut faire une échographie pour un métatarsien, c'est superficiel, et vous avez les petits éléments qui sont une effraction corticale, comme ça, et puis un œdème autour de la diaphyse qui est ici, avec cet œdème. Donc une échographie peut aussi permettre de faire le diagnostic. L'imagerie complexe, en général, est totalement superflue pour une fracture de fatigue qui de toute façon va guérir toute seule, qui ne pose pas de gros problèmes. Les problèmes, c'est toujours quand on est dans des situations de sport de haut niveau qu'il faut savoir absolument avant que la radio soit positive. Donc on passe vite sur ces examens inutiles. Le traitement, c'est d'arrêter l'activité en cause, c'est une décharge relative en fonction des douleurs, et puis on ne fait rien. Et puis on attend, et statistiquement, ça guérit tout seul sans aucun problème.
dans un délai qui est de l'ordre de 6 semaines. Et puis bien sûr, comme toujours, il y a des exceptions, avec des fractures qui n'ont pas la même tête que d'habitude. Vous voyez que celle-ci est transversale, a évolué très certainement vers une espèce de pseudarthrose, et comme vous voyez, de temps en temps, il faut les opérer, mais ça fait partie des cas de figure qui sont exceptionnels. Il y a des petites différences au niveau de la tête des métatarsiens, où là vous avez du spongieux, donc vous ne verrez pas les images sur les radios de cette façon-là, mais sous forme de densification à l'intérieur, des petites lignes denses qu'il faut comparer aux têtes métatarsiennes voisines, et qui apparaîtront à distance, et jamais à un stade précoce. Le cas particulier, c'est la base de M5. Ça, c'est peut-être celle qu'on rencontrera plus souvent dans le cas du football, et c'est le problème dans la mesure où celle-ci a tendance à ne pas bien vouloir consolider. Elle siège ici, dans la zone rouge, des fractures de la base de M5. Vous savez que vous avez les arrachements de la tubérosité, qui posent en général aucun problème. Vous avez dans la zone verte les fractures dites de Jones, où des tas de gens vous disent « Ah, c'est une mauvaise fracture, elle ne consolide jamais, il faut s'en méfier ». Il y en a d'autres qui vous disent « On s'en fout, on met un strapping et que ça guérit très bien ». C'est difficile de se faire une idée. Ce qui est sûr, c'est que dans la zone rouge, fracture de fatigue, celles-ci ont tendance à ne pas bien vouloir consolider pour des raisons très certainement de vascularisation. Et vous avez en fait 3 tableaux. Le tableau précoce, où vous avez une douleur d'apparition relativement récente, et sur les radios, vous aurez une ligne de fracture qui sera fine, vous n'aurez pas de réaction périostée, vous n'aurez pas de sclérose intramédulaire. Et puis, comme vous continuez à jouer, vous continuez à courir, eh bien, ça évolue pas bien, et ça finit par arriver à un aspect qui est plutôt un aspect de retard de consolidation, avec un trait qui s'élargit, avec un début de cale qui essaie de se faire, avec une sclérose intramédulaire qui commence à arriver. Et puis le type 3, c'est le stade d'après, qui est en fait un état de pseudarthrose, et ça c'est moche, et ça a un peu ces aspects-là. Alors au départ, bon là vous voyez rien, il y a un repère métallique, la fissure était par là, mais sur ces reproductions de photos on ne voit pas, donc ça c'est le tout début. Si vous traitez ça, il y a des chances que ça guérisse. Si vous arrivez à un stade comme ceci, vous avez un trait qui devient très large, une sclérose intramédulaire, et une espèce d'aspect un peu en patte d'éléphant, comme une pseudarthrose, ça ne guérira pas. Et ça, il faudra l'opérer. Donc, au départ, vous pouvez avoir un traitement fonctionnel ou orthopédique si vous avez une fissure d'apparition récente et toute fine. Au-delà, ça sera un traitement chirurgical par vissage, comme ceci, et curetage intramédulaire. Les sésamoïdes. Les sésamoïdes, bon, on comprend pourquoi ils sont exposés, vu leur situation. Ils sont sous le pied, ils sont soumis aux pressions de la première tête métatarsienne et soumis également aux tractions des muscles intrinsèques du pied. Donc on comprend bien pourquoi ils sont particulièrement exposés. Cliniquement, là aussi, souvent, ou de temps en temps d'apparition progressive, mais plus souvent brutale. C'est-à-dire c'est un jour, il y a vraiment un accident aigu qui fait que la fissure s'est révélée ce jour-là. À l'examen, à la palpation, on sait où sont les sésamoïdes, donc il suffit d'aller les chercher et on trouve si c'est l'interne ou l'externe, donc c'est assez facile. La dorsiflexion de l'hallux est douloureuse, les tests en chair sont douloureux, avec une prédominance des pieds creux qui explique pourquoi la pression serait un peu plus importante. Vous faites des radiographies systématiquement et généralement la radio donne le diagnostic simplement parce que il y a en général une traction qui fait que les deux fragments s'écartent, et s'ils s'écartent, vous pouvez le voir facilement sur des clichés simples. Donc il faut quand même multiplier les incidences pour démasquer la lésion et différencier ces fractures de fatigue des os bipartites avec quelques paramètres. On passe un petit peu plus vite. Donc voici les images. Vous voyez la fissure, on la voit parfaitement bien, transversale, sur cet os, sur un cliché de face, même si c'est à travers le premier métal. Ici sur un profil, et ici sur une incidence des sésamoïdes. Donc ces fractures, vous les verrez. Comment ça se soigne? Ça se soigne, il faut respecter une période de non-appui minimum si on fait un traitement médical pour laisser les choses cicatriser. Ces fractures ne vont pas consolider, elles vont cicatriser et vous garderez toujours votre os en 2 morceaux, même une fois qu'il sera guéri, à condition qu'il y ait une cicatrice fibreuse qui se soit faite entre les 2 fragments. Donc traitement médical, très bien, tous les moyens qu'on peut utiliser. Les infiltrations sont utiles à distance. Un os cassé qui reste douloureux
2 mois, 3 mois après l'accident, vous finirez par avoir envie de le piquer pour essayer de le soulager. Quant aux solutions chirurgicales, certains proposent une arthrodèse temporaire par broche, lorsque l'accident est tout à fait récent. Et puis ensuite, à distance, on peut être amené à opérer pour enlever un des petits bouts ou les 2 petits bouts, mais le risque de cette chirurgie est quand même assez important, avec un risque iatrogène non négligeable. Donc vous voyez qu'une guérison de fracture de fatigue, c'est la disparition de douleur. Ce n'est pas la consolidation osseuse, vous garderez vos images anormales sur le radio. L'évolution est toujours longue. 4-6 mois, c'est parfaitement habituel, et quelquefois c'est encore plus long que ça. L'os naviculaire. L'os naviculaire, ça c'est celui que j'ai sans doute vu le plus souvent en athlétisme. Ça a été une fracture longtemps méconnue, très bien. L'imagerie est très importante parce que c'est comme ça qu'on fera le diagnostic et les traitements ne sont pas forcément faciles. Et il faut savoir que cet os-là pose des problèmes très prolongés chez les sportifs. La lésion siège toujours au niveau du tiers médian plutôt de l'os, avec une lésion qui commence en arrière et qui va plus ou moins loin vers l'avant, plus ou moins loin vers le bas, avec de grandes variations dans les images que l'on va obtenir. Voici donc la zone critique, expliquée par les tractions du tibial postérieur, des fibulaires en plantaire, et plus une zone qui est moins bien vascularisée et qui correspond à ça. Cliniquement, vous aurez très souvent, pour ne pas dire toujours, un pied grec. Ça, c'est un paramètre important. Le pied grec est un facteur favorisant indéniable. Les autres éléments, on oublie, mais le pied grec, retenez. Le tableau clinique est quand même assez difficile de faire un diagnostic. Quels sont parce qu'il y a 2 façons de se manifester. Soit le début est progressif, comme toujours, soit il y aura des accidents plutôt aigus, avec plus ou moins brutaux. Cliniquement, donc l'œdème, vous ne l'aurez jamais, le pied grec, on vient d'en parler, les tests en charge sont douloureux, la montée sur demi-pointe doit être douloureuse, surtout si vous demandez une demi-pointe en appui sur le gros orteil, parce que là vous mettez vraiment votre os en pression. La palpation du N-spot, le point naviculaire, il est situé entre le tibial antérieur et l'extenseur propre du gros orteil. Et c'est ici que siège la fracture, donc il faut vraiment appuyer là pour savoir si ça fait mal. Quant au testing musculo-tendineux, ça ne devrait pas faire mal, parce qu'il n'y a pas d'insertion tendineuse sur le scaphoïde sur l'endroit de la fracture, mais le tibial postérieur peut tirer sur la fracture, et le tibial antérieur peut exercer une pression en passant juste au-dessus. Donc, vous aurez cliniquement une suspicion diagnostique. C'est ça qui vous permettra de surveiller l'évolution dans la suite, mais ça ne vous permettra jamais d'avoir une certitude. Donc, retard diagnostique très fréquent. Vous ferez des radios. Les radios, vous pourrez avoir le diagnostic rarement. Rarement parce que ces images, cet os-là n'est pas très facilement visible, donc peu importe les éléments techniques, mais avec un trait qui sera généralement postéro-antérieur. Alors voici les images. Cette fissure qui là est totale, ici plus partielle, celle-ci à peine visible, une petite encoche de rien du tout. Donc vous ferez soit une scintigraphie, maintenant la scintigraphie, la mode est passée, donc vous avez cet os qui est parfaitement bien dessiné et vous savez tout le pathologique. L'élément pour voir une belle fracture de fatigue, c'est le scanner. L'image, c'est celle de la cible fendue. La cible fendue, c'est ça. L'image normale, c'est ici. Vous êtes à la jonction talus-os naviculaire. Vous avez la fin de la tête de votre talus qui donne cet aspect arrondi parce que vous avez coupé juste la tranche finale de la bosse de votre talus. Et vous rentrez dans le scaphoïde qui, lui, est en dessous. Donc, ça donne cette image de cible. Et la fracture fend la cible. Image qui a été découverte à l'époque par Busson, première image. Mais sinon, vous avez d'autres images, donc sur le truc transversal, un petit peu comme sur la radio tout à l'heure. Ici, des images beaucoup plus discrètes. Ici, des images bizarres avec 2 localisations. Tout ça, c'est pareil, mais avec une grande variété. Des formes atypiques, donc voici, pour vous dire qu'il y a quand même, vous voyez, des fractures totalement bizarres. Ici, une fracture plus ou moins bilatérale ici, mais celle-ci qui est transversale. Une autre, et des formes bilatérales comme ceci qui sont relativement fréquentes. Donc, très bonne fiabilité diagnostique que le scanner. Le seul risque, c'est si vous faites votre scanner trop vite, trop tôt, c'est-à-dire moins d'un mois, 1 mois et demi après le début des symptômes, vous risquez d'avoir un scanner strictement normal parce que la fracture n'est pas encore apparue.
Quant à l'IRM, qui remplace maintenant la scintille, l'intérêt c'est celle d'avoir un intérêt scintigraphique précoce avec hyposignal T1, hypersignal T2, et puis de temps en temps, on voit la fracture quand même, au même titre qu'on l'avait. Et là, ici, vous avez un hypersignal également. Traitement, ça, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui immobilisent sans appui, il y a des gens qui immobilisent avec appui, il y a ceux qui font simplement une simple diminution des activités ou un arrêt du sport, et ça c'est nécessaire, et il y a ceux qui font rien. Ceux qui font rien courent à l'échec, ça ne fonctionne jamais. Il faut au moins arrêter son activité. Et la surveillance du traitement fonctionnel, qui est celui que l'on a toujours préféré, c'est-à-dire d'attendre que les choses cicatrisent. Là encore, c'est un os qui ne va pas consolider, mais c'est un os qui va cicatriser avec une cicatrice fibreuse. Et bien vous le surveillez en faisant vos tests en demi-pointe, en faisant vos sauts et en appuyant sur le N-spot de tout à l'heure. Et c'est ça qui vous permettra de dire si les choses s'améliorent petit à petit, en sachant que ça va être long. Ça va demander plusieurs mois, de 4 à 6 mois. Ce n'est pas l'imagerie qui vous permettra de contrôler, de surveiller si l'évolution est favorable. Et quant au traitement chirurgical, qui est possible et qui se fait généralement quand une fracture ne veut pas consolider, la technique qu'on utilise le plus à la pitié, c'est celle du vissage en compression, avec des vis qui, théoriquement, passent comme ceci, à travers la fracture, et puis bon, les indications, on ne va pas passer un petit peu plus vite, et l'évolution, donc c'est pas une consolidation, on l'a déjà dit, c'est une cicatrisation. Et ça, cette image que je n'évite jamais de montrer, qui est celle-ci, première fracture de fatigue de son scaphoïde, opérée, guérie. Et vous voyez que la vis ne passe pas à travers la fracture, que la fracture existe toujours, guérie. 4 ans après, il fait la fracture de fatigue de l'autre côté. Celle-ci, on ne l'a pas opérée, et puis elle a guéri aussi. Autrement dit, il faut se méfier quelquefois que la guérison chirurgicale est liée au fait qu'il y avait eu du repos derrière, et que ce n'est pas la vis qui a changé quoi que ce soit. Je ne dis pas ça pour faire du mauvais esprit, mais c'est pour dire que... Donc, tableau clinique peu fiable, imagerie majeure, difficulté thérapeutique souvent, et surtout risque d'invalidité sportive prolongée, je vous ai dit 4 à 6 mois. Allez, on finit par le calcaneus, on supprimera le talus. Milieu militaire, ça c'était beaucoup plus important, c'est là que ça avait été décrit en premier, parce qu'il marchait avec des godasses, des rangers, etc., et que le talon prenait beaucoup. Maintenant, on a ensuite rencontré ça dans l'athlétisme chez les power athletes, et puis maintenant de moins en moins, parce que les chaussures se sont suffisamment améliorées pour que les impacts soient largement diminués, et on en voit maintenant beaucoup moins. Tableau clinique, c'est un empattement douloureux du talon, un diagnostic qui sera fait ou faisable sur la radiographie, toujours de façon retardée, jamais en précoce. Le traitement sera très simple, parce qu'il suffira d'attendre que ça guérisse tout seul, et l'évolution est statistiquement toujours favorable. Donc, gonflement douloureux du talon, quelqu'un qui arrive en marchant sur la pointe des pieds, parce que vraiment l'appui sur le talon est douloureux, vous avez une augmentation de la largeur de l'arrière-pied, et puis tout ce qui est serrage, pincement, percussion du calcaneus, ça fait mal, ce qui est totalement cohérent avec un œdème qui est plus ou moins local ou loco-régional. Pourquoi ça va apparaître ensuite sur les radios? C'est parce qu'il se passe ça. Pour faire les radios, il faudra faire un profil, bien évidemment, comparatif, parce qu'il y a toujours des lignes bizarres dans les calcanéums, donc s'il y a la même de l'autre côté, c'est n'a aucune valeur, s'il y en a une que d'un côté, c'est plus important. Pourquoi on verra une densification dans la zone de la fracture? C'est à cause de ça. Ça, c'est votre os spongieux, il casse. Fracture, à plein de petits endroits comme ça. Donc ça, il y a des petites hémorragies, il y a de l'œdème. Sur les radios, il ne faut pas rêver, vous n'aurez pas un flou, un truc, un machin, vous ne verrez rien sur la radio. Sur l'IRM, sur la scintille, vous le verrez, parce que là, vous aurez un signal qui dira qu'il y a de l'œdème. Et puis ça va consolider, et vous allez faire des petits cales. Des petits cales là, partout. Et s'il y a des cales, c'est plus épais, donc ça sera dense, donc vous aurez des images densifiées. Je passe sur ça. Voici un exemple. Fracture, je ne sais plus quelle est la date, mais on va dire quelques semaines après le début du symptôme, on ne voit rien. 4 semaines plus tard, la fracture de fatigue apparaît comme ceci. Ici, on est à 1 mois. Je crois qu'on devine quand même une densification par ici, et à 2 mois, on la voit franchement mieux. Un autre exemple. Ça, c'est les images typiques de fracture de fatigue. Ici, une autre belle, de quelqu'un qui était venu pour une tendinopathie d'Achille, mais sur les radios que je regarde, il n'y avait pas les flèches, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre ici, cette densification, et on avait une toute petite effraction périostée ici. On a attendu,
4 semaines, et 4 semaines après, vous avez votre vraie densification et un chou-fleur de consolidation à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est la photo que j'ai oublié de coller. Bon, elle était encore plus belle que celle-ci, peu importe. La scintigraphie, c'est comme toutes les scintigraphies, ça fixe sur votre calcanéus, et si vous faites une IRM, vous verrez, pareil, un stade plus précoce, la fracture. Ici, on la devine, elle est là, et parfois vous aurez simplement des phénomènes d'hypersignal ou d'hyposignal T1, comme, voilà, ici vous avez un hyposignal T1, ici on devine la fracture, enfin c'est plutôt des images qui sont indirectes à un stade précoce. Le traitement, très facile, il faut attendre que ça guérisse tout seul. On va s'arrêter là. Et donc, pour simplement vous redire que diagnostic facile quand c'est métatarsien, quand c'est sésamoïde, quand c'est calcanéus, difficile pour tous les autres os du pied, imagerie nécessaire dans l'immense majorité des cas, traitement facile pour tout un tas d'os, sauf l'os naviculaire, qu'il faut souvent opérer, la base du 5e méta et les sésamoïdes qui posent des problèmes de longueur d'évolution. Je vous remercie.